Donc ça a été très fatigant ces 2 jours. Je remercie Claudine Tiercelin et les organisateurs. Donc c'est la dernière conférence sera récréative un petit peu. On a parlé de choses sérieuses jusque-là. Cet après-midi, Wikipédia, l'existence de Dieu. Donc maintenant on peut passer à des choses plus légères. Alors, le tableau que vous avez devant vous, c'est un tableau d'Émile Friand, qui est un peintre de Nancy. Et le tableau est au musée des Beaux-Arts de Nancy. Il est intitulé Un étudiant. Et comme vous pouvez le constater, le tableau montre quelqu'un qui lit, tout simplement. On dit que c'est un autoportrait, c'est fort probable. Que c'est Émile Friand lui-même, et on peut supposer qu'il s'agit, mais c'est une pure supposition, on ne sait pas, de la lecture d'un roman ou d'un recueil de poésie dont Friand était friand. Alors le problème, c'est l'interprétation de ce tableau, au sens, pas l'interprétation au sens esthétique ou muséologique, mais savoir qu'est-ce qu'il représente exactement. Quelqu'un qui lit, ça c'est certain. On serait tenté de dire, dans la philosophie moderne, on serait tenté de dire que c'est quelqu'un qui a une expérience d'une certaine sorte, une expérience qui serait esthétique. C'est-à-dire que dans la philosophie moderne, on s'est habitué à l'idée que la notion du caractère central de la notion d'expérience, on fait des expériences de toutes sortes, expériences sensibles, expériences cognitives, expériences morales, et on fait, où on est supposé avoir des expériences esthétiques. Quand quelqu'un lit un roman ou un recueil de poésie, eh bien, il est supposé faire une expérience esthétique. Et dans cette lignée, l'esthétique moderne, dans cette lignée de la philosophie moderne, l'esthétique moderne, qui compose presque toute l'esthétique, si on regarde, si on accepte l'idée que l'esthétique est née en gros au début du XVIIIe siècle, eh bien, elle se propose de répondre à la question de savoir quelle est la nature de l'expérience esthétique. Et les 4 registres principaux de réponse à cette question de la nature de l'expérience esthétique me semblent avoir été les suivants depuis à peu près 200 ans. D'abord, la psychologie sous différentes formes, et puis plus tard la psychanalyse, les sciences cognitives. C'est-à-dire essayer de faire une analyse psychologique ou psychanalytique ou en termes de sciences cognitives de l'expérience esthétique. Autre voie qui a été suivie, c'est la philosophie transcendantale, Kant, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le type d'analyse de l'expérience esthétique que l'on trouve dans la critique de la faculté de juger esthétique, et puis ce que ça a pu devenir par la suite, les reprises qui en ont été faites d'une façon ou d'une autre. La phénoménologie, Husserl, qui ne s'est pas beaucoup intéressé à l'expérience esthétique en tant que telle, mais surtout un de ses élèves, dissident, même très dissident par certains aspects, qui est un philosophe polonais qui s'appelle Roman Ingarden. Et puis, on trouve aujourd'hui quelque chose qui est très répandu, qui est la philosophie des pratiques culturelles qui sont constitutives de l'expérience esthétique, souvent avec l'idée qu'on doit s'orienter vers une conception pragmatiste, dans un sens discutable, de l'expérience esthétique. C'est principalement ce qu'on trouve, même si le mot pragmatisme ne s'y trouve pas beaucoup, dans le livre de Dewey, Art as Experience. Et puis c'est ce qu'on trouve chez, par exemple, j'ai mis le nom de 2 amis, Cometti, chez Jean-Pierre Cometti, et chez quelqu'un comme David Davis. C'est aussi ce qu'on trouve d'une certaine façon dans la sociologie de Bourdieu et d'autres
c'est ce type de réponse qui ont été privilégiées, donc des réponses psychologiques, des réponses en termes de philosophie transcendantale, de phénoménologie ou de philosophie des pratiques culturelles. Puis, un peu à côté de cela, même je trouve très à côté de cela, on a une autre sorte de réponse qui est exemplaire chez Nelson Goodman, dans Langage de l'art de Nelson Goodman, qui est une réponse dans le cadre d'une théorie générale des symboles et qui entremêle une sémiotique, une théorie des signes, et une théorie épistémologique. Catherine Elgin, qui est quelqu'un qui est dans la lignée de Nelson Goodman, a parlé, à propos de Goodman, du tournant épistémologique de l'esthétique. Donc voilà, je dirais, l'état des lieux très très grossier s'agissant de la question de l'expérience esthétique. L'idée que je voudrais avancer, c'est que on pourrait peut-être essayer d'écarter la notion d'expérience esthétique, de ne pas l'utiliser. Et on se poserait alors, on proposerait de réintituler le tableau. Au lieu de l'intituler « Un étudiant », on l'intitulerait « Le vertueux esthétique ». C'est-à-dire qu'on essaierait de voir si on ne peut pas comprendre ce qu'est en train de faire ce personnage qui lit, non pas en s'interrogeant sur la nature de l'expérience qu'il est en train de faire, mais en s'interrogeant sur le type de vertu qu'il est en train qui serait à l'œuvre à ce moment-là. Autrement dit, mon idée, c'est d'utiliser certains aspects de l'épistémologie des vertus. Je vais expliquer par la suite un petit peu plus de quoi il s'agit rapidement. Ou plutôt certains aspects d'une certaine version de l'épistémologie des vertus, parce qu'il y en a énormément, des versions de l'épistémologie des vertus. Il y en a pratiquement autant que de gens qui font de l'épistémologie des vertus, et sans doute même plus, parce qu'ils changent d'avis ou qui sont inconséquents. Donc il y a beaucoup d'épistémologie des vertus. En tous les cas, voir ce qu'on peut faire de l'épistémologie des vertus pour esquisser une esthétique philosophique. Alors, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée-là, loin de là, quoique ce n'est pas à ce point encore répandu. Je m'attends à ce que ça change dans les années à venir. Mais par exemple, on trouve une amorce de cela dans le livre de Colin McGinn, Ethics, Evil and Fiction, au moins dans un passage de ce livre. Et puis on trouve cela chez des gens comme Woodruff, Goldie, MacIver Lopez. Vous voyez que Peter Goldie, mais il ne va pas pouvoir continuer parce qu'il est mort, est un de ceux qui est allé sans doute le plus loin dans ce sens-là. Alors pour essayer de caractériser très vite l'épistémologie des vertus, je propose une citation de Claudine Tiercelin dans Le doute en question. C'est une note, c'est simplement une note, ça ne constitue pas le cœur d'un argument ou quelque chose comme ça. Claudine Tiercelin dit « L'épistémologie de la vertu, là c'est la citation, ne considère pas seulement que les vertus épistémiques sont des moyens d'acquérir des croyances justifiées ou de parvenir à la croyance. Elle définit la croyance justifiée comme une croyance qui est l'expression d'un caractère vertueux et de façon générale, elle définit non seulement la croyance justifiée, mais la connaissance par référence à leur source dans des vertus intellectuelles. » Je suis totalement d'accord avec cette définition. Toutefois, autant il est indispensable que l'épistémologie tienne en effet mieux compte des vertus épistémiques et de leur lien avec les vertus pratiques, autant on peut avoir quelques réserves sur la nécessité, parfois prônée avec quelques relents d'encens, d'imposer un changement de braquet aussi brutal à l'épistémologie traditionnelle.
pourquoi, enfin, elle pourrait nous dire pourquoi elle dit ça, mais voilà comment je comprends ce que dit Claudine, c'est que il y a dans l'épistémologie des vertus quelque chose qui est assez agressif à l'égard de la façon dont on fait de l'épistémologie traditionnellement, c'est-à-dire, je dirais presque, enfin, depuis Descartes, et en tous les cas, dont on fait de l'épistémologie dans le cadre de la philosophie analytique depuis Russell, depuis Moore et Russell. Il y a quelque chose qui met en question cela. Bon, elle ajoute que ça pourrait être lié à des aspects qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'épistémologie, qui sont peut-être apparus avec l'intervenant précédent, et qui sont en jeu, en fait, sourdement, dans le développement de l'épistémologie des vertus. Ce n'est pas totalement impossible. Il y a plusieurs façons de raconter l'histoire de l'épistémologie des vertus pour dire comment elle est apparue. Mais si, par exemple, on dit que l'article d'Elisabeth Anscombe qui portait sur le retour des vertus en philosophie morale a joué un rôle, et je crois qu'il a joué un rôle très grand, dans la puce à l'oreille qu'il a mis de certains qu'on pouvait faire la même chose en épistémologie, il est certain qu'alors il y a un aspect qui est, disons, religieux chez certains, qui a pu intervenir dans leur intérêt pour l'épistémologie des vertus et qui continue à le faire, même si c'est resté en partie indépendant. Ce n'est pas la raison, mais enfin, il s'agit de vertus. Je vous donne la conception, une conception des vertus qu'on trouve chez saint Thomas dans la Somme théologique. Saint Thomas dit qu'une vertu, c'est une disposition qui permet de faire quelque chose, qui donne une aptitude, et qui motive dans l'exercice de cette aptitude. Et vous avez une autre définition, celle de quelqu'un dont il a déjà été question plusieurs fois dans ce colloque, celle de Linda Zagrebski, dans son livre qui est important de 1996, intitulé Virtues of the Mind. Une vertu, elle peut être définie comme une excellence acquise, et je dirais persistante, profonde, d'une personne, qui comporte une motivation caractéristique pour produire une certaine fin qui est désirée, et avec un succès fiable dans la capacité de parvenir à cette fin. Alors, tel que je le présente là, les vertus, telles que je les présente là, les vertus intellectuelles en particulier, les vertus ne sont pas des facultés. Donc une vertu, ce n'est pas une faculté dans ce cas-là. Donc ce n'est pas, comme le disent certains tenants de l'épistémologie des vertus, par exemple Ernest Sosa ou bien même John Greco, ce n'est pas la perception, la mémoire, l'entendement, la raison. Ce n'est pas non plus une fonction, une vertu. Ce n'est pas une fonction comme l'introspection, ou la déduction, ou l'induction, ou l'intuition, ou l'introspection. Mais c'est l'excellence de cette faculté ou de cette fonction. Et étant l'excellence de cette faculté ou de cette fonction, c'est aussi l'excellence de la personne même qui exerce cette faculté ou cette fonction. Et ça nous permet de faire la différence entre une épistémologie des vertus qui met l'accent sur l'agent et une épistémologie des vertus qui met l'accent sur la personne, même l'être humain en général, et, alors j'aime pas ce mot-là, mais c'est difficile de ne pas complètement l'utiliser, son épanouissement, enfin ce que les Grecs appelleraient eudémonia, et ce qu'en anglais on dit flourishing, on pourrait dire aussi de sa réalisation, la façon dont la personne se réalise. C'est très important de comprendre cela parce que ça permet de faire la remarque suivante, c'est que les vertus ne rendent pas meilleures en tant que, par exemple, mathématicien, ou basketteur, ou juriste,
ou philosophe, mais en tant qu'être humain, dans la conception des vertus que je propose. Ça rend meilleur en tant qu'être humain. Par exemple, l'ouverture d'esprit ou le courage intellectuel ne rend pas une personne meilleure en tant qu'intellectuel, mais en tant que personne. Donc dans le type d'épistémologie des vertus que j'adopte, ce sont les personnes ou les êtres humains qui sont centraux et pas des capacités ou des fonctions que ces personnes auraient. L'épistémologie des vertus ainsi comprise porte moins sur les règles ou les normes grâce auxquelles des croyances sont justifiées, s'agissant du problème de la légitimité des croyances, que sur les valeurs épistémiques qui sont exemplifiées par les personnes dans leur activité cognitive, c'est-à-dire sur des qualités personnelles, des qualités de caractère. Et la finalité d'une telle épistémologie, ce n'est pas de déterminer comment il est possible d'exercer un certain contrôle épistémologique direct des croyances. La finalité d'une telle épistémologie, c'est de mettre en évidence les valeurs assurant aux agents cognitifs, c'est-à-dire aux personnes, en fait, la meilleure réalisation possible de leur nature cognitive. Évidemment, je ne vais pas aborder cette question, mais on peut se demander, est-ce qu'il s'agit encore d'épistémologie ? Et ça donnerait raison à ce que disait Claudine dans la citation que j'ai présentée, c'est le changement de braquet est brutal, il est si brutal qu'on peut se demander si la personne fait encore du vélo, enfin, si elle fait encore de l'épistémologie, tout simplement. On ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais peut-être plus d'épistémologie. En fait, j'adopte quelque chose ou une idée qu'on trouverait, je trouve, bien exprimée dans un texte d'Israël Scheffler, qui, lui, n'a jamais parlé d'épistémologie des vertus, qui n'utilise pas du tout cette expression, mais qui en a l'idée, à mon avis. Il dit « La vie de la raison est celle dans laquelle des processus cognitifs sont organisés en accord avec des idéaux et... Alors c'est toujours très dur, je n'arrive jamais à traduire comme ça. Peut-être que je peux le lire en anglais et que tout le monde comprendra. Such organization involves characteristic patterns of thought, action and evaluation comprising what may be called rational character. Donc ce qui est important, c'est qu'on mette en évidence le caractère rationnel de ce qui se passe dans certaines activités de pensée, d'action et d'évaluation. Et dit Scheffler, cela suppose aussi qu'on ait des dispositions émotionnelles appropriées, suitable emotional dispositions, et cela demande par exemple, dit Scheffler, un amour de la vérité et un dégoût, un refus du mensonge, une propension, une attitude, un intérêt pour l'exactitude dans l'observation et l'inférence, et une répugnance correspondante de l'erreur, qu'il s'agisse de l'erreur de logique ou des erreurs de fait. Cela demande une révulsion pour tout ce qui pourrait être une déformation, un dégoût quand on biaise, en quelque sorte, une admiration pour les réussites théoriques, un respect pour les arguments des autres, et être incapable de satisfaire de telles demandes, c'est encourir un blâme, une honte rationnelle, et les satisfaire, c'est être digne en quelque sorte d'un respect de soi rationnel. Donc on voit dans ce passage de Scheffler
l'idée de ce que pourraient être les vertus au sens que j'ai indiqué. Alors, j'ai dit qu'il y avait plusieurs sortes d'épistémologie des vertus, et évidemment il y a plusieurs sortes d'épistémologie, et donc je mettrai d'un côté l'épistémologie que je dirais conséquentialiste, sans rentrer dans le détail de ce que j'entends par conséquentialiste, qu'elle soit déontologique ou fiabiliste, dans laquelle la normativité épistémique assure la justification des croyances, c'est-à-dire qu'il y a dans ce cas-là un impératif catégorique épistémique, du genre tu ne dois pas croire si tu n'as pas d'évidence suffisante, ou bien il y a une maxime utilitariste, il faut essayer de maximiser les croyances vraies. Et une croyance correcte est supposée résulter du respect de normes et de règles ou de la fiabilité des facultés humaines. Tandis que dans une épistémologie que je ne dirais pas vertuiste, parce que je préfère arétique, dans une épistémologie arétique, l'évaluation épistémique des personnes, c'est l'évaluation épistémique non pas des croyances, mais des personnes qui assurent la garantie, mais peut-être pas la justification de leurs croyances. Donc vous voyez que dans un cas, tout porte sur les croyances, en réalité. Alors que dans l'autre cas, l'épistémologie arétique, tout porte sur les personnes, sur qui elles sont, comment elles sont, quelles sont leurs qualités. Une croyance garantie, c'est alors celle d'une personne, ça correspond à ce qu'il y avait dans la citation de Claudine Diercelin, une croyance garantie est celle d'une personne épistémiquement vertueuse, mais elle n'est pas la conséquence de l'application de procédures épistémiques. Les gens ne parviennent pas à... ils ne sont pas vertueux parce qu'ils ont appliqué certaines procédures. Alors, je me suis lancé plusieurs fois dans un tableau des vertus intellectuelles avec des vices par défaut et des vices par excès et des vertus correspondantes. C'est juste pour vous donner un exemple. Évidemment, il faut mettre intellectuel après chaque vertu, mais évidemment, on y reviendra, ça ressemble quand même parfois beaucoup à des vertus morales, et parfois peut-être trop à des vertus morales, pour être complètement, pour n'être que des vertus intellectuelles. Alors c'est un tableau que j'ai mis dans un petit livre qui s'appelait « Qu'est-ce que croire ?», mais j'ai rajouté l'humilité qui me semble de plus en plus importante comme vertu. Alors cette liste n'est pas exhaustive, elle est discutable, elle est relative, et tous ceux qui ont regardé ce qu'étaient les listes de vertus morales en histoire, par exemple McIntyre dans After Virtue, ou aussi, c'est moins connu, une linguiste qui s'appelle Anna Wierzbicka dans Understanding Cultures, ont remarqué le caractère extrêmement variable et différent des listes de vertus. Et aussi, ils ont remarqué quelque chose qui vaut pour l'épistémologie des vertus, mais qui, je pense, vaut pas mal pour l'épistémologie en général, c'est que c'est fortement lié aux langues dans lesquelles ces listes sont faites. Alors, le problème que j'ai déjà évoqué, c'est est-ce que ce n'est pas là une liste de vertus morales plutôt qu'épistémiques ou intellectuelles ? Est-ce que, même si on pourrait dire l'épistémologie de vertu ainsi comprise n'aurait pas seulement des relents dansants, mais elle pourrait n'être qu'une forme de catéchisme, finalement. Sois humble, oui, je reviens non, c'est dans l'autre sens, sois humble, sois sobre, sois impartial, sois courageux, sois pertinent, l'équilibre réfléchi, sois équilibré. Évidemment, ça fait un peu catéchisme et conseil de parents à leurs enfants. Alors,
cette question se pose, je la laisse de côté. J'ai essayé de la traiter dans un article dont vous avez la référence. Je ne suis pas persuadé d'être parvenu véritablement à la résoudre, mais j'en suis au moins conscient. J'en viens à une citation de Linda Zagrzebski qui donne, je pense, le sens du type d'épistémologie des vertus dans lequel je me situe. C'est en fait une épistémologie des vertus, c'est peut-être pour cela que j'ai commencé par saint Thomas tout à l'heure, qui se fonde, on peut dire ça comme ça, sur une métaphysique. Et une sorte de métaphysique très particulière que très peu de gens sont prêts à acheter aujourd'hui. Alors, Linda Zagrzebski dit c'est seulement dans la période moderne que les philosophes ont demandé ce qu'est la connaissance avant de se poser des questions métaphysiques, y compris la question de savoir sorte d'être humain que nous sommes et les capacités que nous avons. La façon dont nous percevons et connaissons le monde sont une part de notre nature. Si vous imitez les anciens, les philosophes anciens et médiévaux, et commencez avec la métaphysique, avant de faire de l'épistémologie, vous devriez normalement traiter la connaissance comme quelque chose qui vient de l'étude de notre nature humaine. Je crois que c'est ça qui fait en fait la spécificité de la sorte d'épistémologie des vertus que j'ai envie de développer, c'est qu'elle part d'une métaphysique, en fait. Et une métaphysique qui dit quelle sorte d'êtres existent. Et parmi les êtres, il existe des êtres humains et comment ils sont. Et quand on saura comment ils sont, quand on sait comment ils sont, on peut dire alors en quoi ça consiste pour eux de connaître. Donc l'épistémologie des vertus comprise de cette façon, c'est un aspect d'une anthropologie métaphysique. Ou de ce que Yves Simon, qui n'est pas le chanteur, plus personne ne connaît, enfin, qui était un chanteur autrefois. Yves Simon, c'est un philosophe français qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, à Chicago, à l'université de Chicago, à partir des années 20-25 et jusque dans les années 60-70, pas très connu. Et il a écrit une ontologie du connaître, qui n'est pas inintéressante, où il dit exactement ça. Il dit, si vous voulez avoir pas une épistémologie des vertus parce qu'il n'en parle pas, mais s'il dit si vous voulez avoir une bonne philosophie de la connaissance, vous devez avoir une anthropologie métaphysique, dans un livre de 34. Et cela correspond d'une certaine façon à l'organisation de la somme théologique, avec une métaphysique générale, une anthropologie métaphysique qui en découle, une théorie de la connaissance angélique qui en découle, et une théorie de la connaissance intellectuelle humaine, une théorie des vertus avec des dispositions, des vertus, des dons, des fruits, des béatitudes, bon, tout l'apparat, si vous voulez, et puis une discussion ensuite des différentes vertus, les vertus théologales, donc qui sont les vertus de notre rapport avec Dieu s'il existe, évidemment, mais son existence a été prouvée avant dans le livre, et les vertus cardinales et les vertus intellectuelles que, en fait, saint Thomas préfère appeler des habitus spéculatifs. Donc l'idée, c'est qu'une anthropologie métaphysique, une ontologie des personnes, va permettre de répondre à la question de savoir ce qui doit être vrai d'une personne pour qu'elle puisse être vertueuse. Alors, ça suppose une certaine nature des êtres humains. Bon, si on regarde chez saint Thomas, ça a une forme très particulière et aujourd'hui qui semble inacceptable à beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'il appelle l'âme, ou l'âme rationnelle, c'est une disposition manifestée, à mon sens, mais là, beaucoup de thomistes ne seraient pas du tout d'accord, manifestée dans l'exercice de symboles. Dans l'exercice de...
par exemple dans la capacité linguistique, dans la capacité de parler, capacité de langage en général, et dans la capacité à manier des systèmes symboliques, dont le langage verbal. Donc, ce qui ferait la spécificité de la nature humaine, ça serait cette capacité-là. Si on accepte tout cela, eh bien, on peut raisonner de la façon suivante. Mon idée, c'est que l'appréhension des propriétés esthétiques des choses suppose l'exercice de certaines vertus, que je vais appeler esthétiques, tout comme la connaissance et, plus largement, la compréhension des choses, du monde, suppose l'exercice des vertus intellectuelles. Donc l'idée, c'est de se servir de ce que l'on peut dire dans une certaine épistémologie des vertus, où les vertus deviennent le moyen de parvenir à la connaissance, de se servir de cela dans le cadre de l'esthétique. Et on se pose alors la question de savoir ce que sont et quelles sont les vertus esthétiques. Si l'expression vertu esthétique a un sens, est-ce qu'il y a une liste de vertus esthétiques comme il y a une liste de vertus intellectuelles? Et est-ce que cette liste est différente de la liste des vertus morales et de la liste des vertus intellectuelles si, en plus, ces vertus, si ces dernières, les vertus intellectuelles, sont vraiment des vertus? Alors, je reviens à une remarque qui a été faite au début. C'est la remarque qui disait faire de l'esthétique un aspect, faire de l'esthétique un aspect de l'épistémologie des vertus, c'est dire finalement que l'objet principal de l'esthétique, ce n'est pas une expérience d'une certaine sorte, ce n'est pas une expérience esthétique. Au lieu que l'analyse porte sur des expériences ou sur les contenus mentaux de ces expériences, celle d'un sujet, d'un moi ou d'une conscience, l'analyse va porter sur l'activité intellectuelle d'une personne. En ce sens, l'esthétique devient un chapitre de l'épistémologie, qui est elle-même un chapitre de l'anthropologie métaphysique. Vous voyez, l'idée, c'est on va chercher, disons, les concepts de l'épistémologie dans une anthropologie métaphysique, et on va chercher les concepts de l'esthétique dans l'épistémologie des vertus qu'on aura construite. Donc l'objet principal de l'esthétique, s'il n'est pas une expérience d'une certaine sorte, c'est la compréhension, au sens anglais, understanding, peut-être même insight, du fonctionnement esthétique des choses naturelles et des artefacts. Donc on examine à la fois les caractéristiques d'une activité de compréhension et celles, je dirais, de son objet formel, de l'objet formel de la compréhension qu'on a, j'emprunte le mot scolastique, c'est-à-dire l'objet lui-même en tant qu'il est intelligible. Donc l'idée, c'est que on va examiner les qualités de caractère des personnes quand ils sont dans une certaine activité de compréhension, en supposant, mais l'anthropologie métaphysique qu'on a devrait permettre de le justifier, que cela va nous renseigner sur la nature des propriétés qu'ont les objets qui sont compris. Cette compréhension est-elle d'une sorte particulière? Est-ce qu'elle est nettement différente de la compréhension que nous pouvons avoir quand il ne s'agit pas de propriétés esthétiques? C'est-à-dire, en quoi l'esthétique des vertus va être différente de l'épistémologie des vertus en général? L'idée, c'est que comprendre ce que signifie un paysage ou comprendre ce que signifie une symphonie, c'est la comprendre en termes de leur fonctionnement esthétique. Donc on a les vertus esthétiques qui sont des vertus intellectuelles en réalité, et on ajoute simplement
un type de relation de référence particulier qui est à l'œuvre, qui est fonctionnel dans le cas des œuvres d'art et des objets naturels ou des choses naturelles quand elles fonctionnent esthétiquement. Donc fonctionner esthétiquement, c'est quelque chose qui doit être compris en termes sémiotiques. C'est une certaine façon de faire référence. Cette façon de faire référence, je ne vais pas pouvoir détailler, je voulais brosser à grands traits la conception, plutôt que de rentrer dans des détails qui ne vous auraient pas été utiles si vous ne saviez rien de l'ensemble. C'est des relations de référence non dénotationnelles, sont des relations principalement exemplificationnelles et des relations qui supposent des chaînes complexes de référence. Tout cela, c'est emprunté à Nelson Goodman, à ces 5 symptômes de l'esthétique. Quand on demande à Goodman en quoi ça consiste pour un objet d'être esthétique, il répond non pas en disant ça suppose d'être l'objet d'une certaine sorte d'expérience que la personne a, et donc il faut analyser cette expérience. Il répond en disant non, c'est une certaine façon pour l'objet de vouloir dire quelque chose, de signifier. Et puis il indique qu'il y a 5 symptômes. Rentrer dans le détail parce que c'est relativement technique, pas très, mais un petit peu, de densité syntaxique, de densité sémantique, de saturation relative, d'exemplification, qui est sans doute le plus important, surtout que quand il y a expression, il y a dénotation de façon métaphorique, et de références multiples et complexes. Donc, mon idée, c'est la suivante. On laisse de côté l'expérience esthétique. Quand quelqu'un comprend une œuvre, qu'il identifie une propriété, qui est une propriété, je fais très simple, d'être beau pour un paysage. Ce qu'il se passe, c'est que cela suppose chez cette personne l'exercice de certaines vertus intellectuelles, de capacité de compréhension, et pas simplement de capacité de vibrer, ou d'être sensible, ou de ce genre de choses, hein, ou d'être ému, ce qui n'empêche pas les émotions, mais d'être ému. Non, c'est une capacité de compréhension. Mais dans cette capacité-là, il y a quelque chose de particulier. Il faut qu'il soit capable de saisir un type de relation sémiotique particulier entre le symbole et ce dont il tient lieu, ce qu'il signifie, ce qu'il veut dire. En particulier, la capacité à comprendre qu'un objet exprime, par exemple, la tristesse, c'est très important. Donc on va dire c'est très très intellectualiste, oui, c'est très intellectualiste. Ça veut dire que les capacités esthétiques sont des capacités cognitives, fondamentalement. Alors, ça suppose une certaine conception des propriétés esthétiques. Ça suppose que les propriétés esthétiques soient des propriétés qui dépendent d'une réponse. Alors, vous avez la définition, en gros, de ce qu'est une propriété qui dépend d'une réponse, et vous avez un certain nombre d'éléments explicatifs. Si une chose a une propriété esthétique, c'est PE, alors S, une personne, possède la capacité d'appréhender X en tant qu'elle a cette propriété esthétique, et cette propriété esthétique n'est pas une qualité seconde. Les propriétés esthétiques sont des propriétés réelles dans des relations réelles, parce que ce sont des propriétés qu'ont les
chose en dépendant ontologiquement d'être tel que nous sommes. Donc la thèse, c'est que s'il n'y avait pas d'êtres humains dans le monde, il n'y aurait pas, en ce sens-là, de propriétés esthétiques, mais à partir du moment où il y en a, les propriétés esthétiques qui s'y trouvent sont des propriétés esthétiques réelles, et non pas des propriétés projectives, des propriétés que nous projetterions sur le monde. Là aussi, j'ai créé un livre qui s'intitule « Le réalisme esthétique » où j'essaie de défendre cette thèse que personne n'achète, à peu près, sauf une seule personne. Je remercie. Voilà. Donc, en tous les cas, esthétique ne qualifie pas une expérience avec des spécificités psychologiques, transcendantales, phénoménologiques ou sociologiques, mais la description de choses naturelles ou d'artefacts manifestant des propriétés sémiotiques, principalement, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel, expressives. Et les vertus esthétiques, c'est une sensibilité aux propriétés sémiotiques esthétiques. Mais vous voyez, quand je dis sensibilité, ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas intellectuel. Au contraire, puisque ce n'est vrai que pour des êtres qui ont une nature rationnelle. Je ne crois pas que les chiens trouvent les choses belles. C'est aussi simple que ça, et qu'ils soient équipés pour le faire. Donc, ou les poissons rouges. Donc la sensibilité aux propriétés sémiotiques, les vertus esthétiques, c'est une sensibilité, mais intellectuelle, aux propriétés sémiotiques esthétiques, c'est une disposition à les appréhender. Et être sensible à une propriété, c'est être capable de détecter sa présence et de faire la différence entre les choses qui ont cette propriété et celles qui ne les ont pas. Ce qui est différent d'avoir le concept d'une propriété, qui consiste à être capable de dire que quelque chose a cette propriété, et suppose alors un système propositionnel de pensée. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on ait forcément besoin de concepts pour cela. On a toujours besoin, par exemple, du concept de beauté pour cela. Mais c'est une question difficile. Alors, quelles sont les vertus esthétiques? L'hypothèse, c'est que les vertus esthétiques, dans ce que j'ai dit, les vertus esthétiques ne sont pas différentes des vertus intellectuelles. Et donc, l'esthétique, c'est un chapitre de l'épistémologie, dans ce cas-là. Et ça n'a pas d'existence à part de l'épistémologie, l'esthétique, si ce que j'ai dit est correct. On pourrait faire une objection simple, mais qui me paraît sensée, c'est que le vertueux intellectuel serait alors toujours un vertueux esthétique et peut-être réciproquement. Or, il semble possible d'être vertueux moralement sans être vertueux intellectuellement, et réciproquement, on peut imaginer un vertueux esthétique qui n'est pas un brillant intellectuel. On peut imaginer la chose. De même, un grand esprit ne peut-il pas être hermétique aux beautés artistiques? J'en connais. Et ne peut-on pas témoigner d'une sensibilité artistique sans être d'une grande sophistication intellectuelle? Je me souviens d'un article où Pascal Angel disait qu'on peut être un grand intellectuel et être je ne sais plus ce qu'il disait, une fripouille ou je ne sais pas quoi, et qu'on pouvait aussi se comporter très bien sans avoir inventé l'eau chaude. Donc voilà, c'est le même raisonnement, mais pour les vertus intellectuelles et les vertus esthétiques. La réponse, qui introduit tout un ensemble de questions aussi épineuses que classiques en philosophie. En fait, la réponse, elle ne peut venir que si on examine le problème général de la relation entre faits et valeurs et le problème de la relation des valeurs entre elles. Et si vous avez le temps, mais ça peut être très très long. C'est la question de savoir si les faits et les valeurs sont indépendants et si donc les normes épistémiques sont indépendantes et de savoir si les normes épistémiques sont indépendantes des normes esthétiques. C'est-à-dire, je veux dire, pour arriver à résoudre cette question de l'objection, il faudrait sans doute examiner énormément de choses. La question de savoir si les normes épistémologiques et les valeurs esthétiques sont indépendantes
ou non. Alors, il me reste combien de temps? Il me reste plus de temps. Mettons 3 minutes. 3 minutes, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, donc, j'ai pas le temps de finir, mais parmi toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le type de conception que je présente et que j'ai brossé à grands traits comme une sorte de programme qui doit me mener jusqu'à ma retraite et au-delà, et peut-être même dans l'au-delà, parmi toutes ces questions-là, il y a certainement la question de savoir si, en traitant l'esthétique de cette façon-là, comme un chapitre de l'épistémologie, et en me servant de l'épistémologie des vertus, je ne vais pas ramollir sérieusement l'épistémologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas passer d'une rationalité ferme à une rationalité molle, en passant de notions comme celle d'évidence à celle d'intuition, de la notion de justification à celle de garantie. Enfin, tout le monde n'emploie pas la même garantie de la même façon, mais pour moi, c'est une notion plus faible que celle de justification, ou d'autorisation, au sens de entitlement en anglais. Est-ce qu'on ne va pas passer de la notion de vérité à la notion d'acceptation, de correction, plutôt que de vérité, hein. Donc, pour résumer tout cela, est-ce qu'on ne va pas passer d'une épistémologie qui s'intéresse à la connaissance, à une épistémologie qui s'intéresse plutôt à la compréhension, notion, understanding, beaucoup plus floue, indéterminée, et avec laquelle on va avoir beaucoup de mal à faire ce qu'on a fait beaucoup ici, et à juste titre, c'est-à-dire S c'est que P, et puis vous avez une liste, et c'est précis, et c'est bon, avec understanding, vous ne faites pas ça, ou pas ça aussi facilement. Donc, est-ce que ce projet-là ne va pas me conduire à une épistémologie tellement molle qu'elle me déplaira, finalement. Alors, ce n'est pas impossible. J'ai des citations de Linda Zagzebski et de Wayne Riggs qui pourraient laisser penser qu'effectivement, on court sérieusement ce risque. Je suis conscient du risque. Mais bon. Si je veux résumer, quand même, ce que j'ai dit, c'est cela. C'est que la compréhension du monde, c'est l'un des biens épistémiques dont la recherche permet à une personne le plein développement de sa nature rationnelle. C'est une idée qu'on trouve chez Aristote, chez saint Thomas et chez bien d'autres philosophes. Tout ce qui contribue à la compréhension est dès lors une bonne chose qui satisfait la finalité humaine. L'exercice des vertus intellectuelles est indispensable à la compréhension, selon l'épistémologie des vertus. L'appréhension des propriétés esthétiques suppose l'exercice des vertus intellectuelles. Donc, l'appréhension des vertus des propriétés esthétiques est l'une des façons dont nous parvenons à la compréhension du monde. C'est ça, si je résume, ce que je souhaitais dire. Et encore une fois, c'est l'idée de brosser quelque chose d'assez large, encore beaucoup plus large que, je pense, que ce qu'a fait Pascal aujourd'hui, de façon à présenter ce qui est un projet que je peux avoir aujourd'hui. Merci. Bien, merci beaucoup Roger, et qui de mieux que le professeur Tircelin pour répondre sur ces questions qui sont l'intersection de considérations d'esthétique, d'épistémologie et de métaphysique, et dont les travaux ont été directement convoqués au sein de votre exposé. Un grand merci Roger pour cet exposé magnifique. Je suis confuse d'intervenir sur les questions dont tu es à peu près le seul représentant en France capable de dire, sur lesquelles des choses sensées. Donc, pour un certain nombre de points, je vais abonder absolument dans ton sens. Et il me semble que les hésitations que tu as été le premier, comme d'habitude, à formuler toi-même, c'est aussi les hésitations qui sont les miennes.
Et donc, je voudrais peut-être aussi que, une fois que nous les avons exposés, que nous voyons après tout comment on pourrait lever quelques difficultés pour éviter d'avoir ce que tu dis, cette espèce d'impression qu'on parviendrait à une forme d'épistémologie mollassonne ou de conception de la rationalité un peu mollassonne. Bon, alors, quel est ton propos ? Il est immense et il est tout à fait original et important. Tu pars de la remarque, je crois, tout à fait juste que dans la philosophie moderne, l'une des thèses les plus fondamentales, lorsqu'il s'agit d'esthétique, c'est que la notion d'expérience sensible, cognitive, morale ou esthétique permet au fond de répondre à toute une série de questions. Donc tu te proposes de modifier le champ d'investigation et de privilégier, tu l'as fait par exemple dans la lecture d'un tableau, non pas l'expérience esthétique proprement dite, mais ce que tu appelles le fait de voir dans ce qui est le plus important dans ce phénomène l'exemplification de l'exercice de vertu esthétique. Dans le prolongement de cette thèse, et de manière donc très générale et très, très vaste, ambitieuse, tu te proposes d'utiliser certains aspects de l'épistémologie des vertus, ou plutôt, comme tu l'as toi-même indiqué, d'une certaine version de l'épistémologie des vertus, pour esquisser une esthétique philosophique qui repose, as-tu dit, sur une véritable anthropologie métaphysique. Donc c'est un projet tout à fait important, original, et qu'on ne peut que saluer. Donc là où tu as en effet raison, d'abord c'est de montrer comment l'esthétique comprise en termes d'épistémologie des vertus nous oblige et nous permet de reconsidérer plusieurs problèmes classiques de l'esthétique. Et évidemment, c'est extrêmement intéressant cette façon de procéder parce que ça rappelle exactement ce qu'a été l'objet de l'épistémologie des vertus aussi à ses débuts, c'est-à-dire réveiller un petit peu les épistémologues traditionnels de leur sommeil dogmatique et les obliger à faire face à un certain nombre d'apories que rencontrait l'épistémologie traditionnelle pour justement voir les problèmes d'une façon différente. Bon. Et donc, c'était un peu le même geste que tu proposes d'appliquer à l'esthétique, et en plus, en utilisant un certain nombre d'apports, penses-tu, de l'épistémologie de la vertu. Bon, de façon à mettre l'accent sur certains liens qui existent entre les aspects épistémiques et les aspects pratiques, voire éthiques de la connaissance. C'est vrai que c'était aussi l'un des objectifs de l'épistémologie des vertus, parce qu'elle considérait que, à force de s'engluer dans des problèmes à la Guettier, de voir uniquement l'épistémologie selon le spectre de croyances vraies, justifiées, de problèmes liés à quelle va être la bonne théorie de la vérité, quelle va être la bonne théorie de la justification, finalement, il y avait toute une série de dimensions de l'épistémologie extrêmement importante et qu'avaient déjà vu en fait les classiques, notamment Aristote et Platon, qui passaient totalement à la trappe. Donc, évidemment, c'est extrêmement intéressant d'essayer de voir comment on peut retisser des liens et aussi, du même coup, d'introduire des thèmes de l'épistémologie de la vertu qui remettent au goût du jour aussi certains thèmes classiques, des thèmes aristotéliciens, n'est-ce pas, mais aussi, en même temps, des thèmes un peu moins familiers, justement, mais qui ont été réintroduits aussi par l'épistémologie des vertus, montrer de façon un peu plus sérieuse et systématique les liens qu'il peut y avoir entre ce qui relève de la connaissance proprement dite et puis ce qui relève de la philosophie de la perception, de la philosophie de l'esprit, des sciences de la cognition et pourquoi pas, en effet, de l'anthropologie. Bon. Donc tout ça est, me semble-t-il, extrêmement fructueux.
Bien. Tu m'as fait l'honneur de me citer, c'est vrai que le bénéfice de l'épistémologie de la vertu, mais je crois que je me suis trompée en fait quand j'ai écrit ça il y a 10 ans, j'ai été un peu rapide, ne considère pas seulement que les vertus épistémiques sont des moyens d'acquérir des croyances justifiées ou de parvenir à la croyance, elle définit la croyance justifiée comme une croyance qui est l'expression d'un caractère vertueux. Oui, dans une certaine épistémologie de la vertu, pas dans toutes justement. Et c'est dans celle que tu privilégies aussi, même s'il m'a semblé, je vais y revenir, que dans la fin de ton exposé, il y avait quand même une tension entre le choix de cette épistémologie à la Zagzebski, grosso modo, donc une épistémologie qui repose sur le caractère, n'est-ce pas, et d'un autre côté, une épistémologie quand même, bon, selon la distinction classique qu'on fait entre les deux types d'épistémologie de la vertu, qui met l'accent plutôt sur des capacités cognitives de l'agent. Et il me semble qu'il y a eu un glissement entre justement la première perspective zagzebskienne, ou qu'on trouve aussi chez Montmarquet, Lorraine Code, enfin toute l'épistémologie grosso modo responsibiliste des vertus, et d'un autre côté une épistémologie quand même finalement plus proche, pas seulement de Thomas, mais aussi de Gréco et de Sousa, en termes de capacité. Bon. Et je me demande d'ailleurs si ça n'est pas... il me semble, si tu veux, je me permettrai peut-être de te faire cette suggestion. Je crois que la raison pour laquelle tu y viens, c'est précisément parce que c'est de propriété esthétique dont tu parles, et qui implique beaucoup plus, justement, que des termes qui relèvent de l'épanouissement de la personne ou de la nature humaine, quelque chose qui relève en effet de la mise en place ou de l'éducation de talents, de tempéraments, de capacités, de skills. Et je crois que en esthétique, c'est quand même ça, d'abord, me semble-t-il, qui est important. En tout cas, si l'objectif de l'esthétique est bien, comme tu le souhaites aussi, de nous faire parvenir, dans une perspective réaliste de l'esthétique, à non seulement comprendre ce qui est, mais à connaître la nature des propriétés esthétiques. Nous sommes d'accord ? Bon, voilà. Bon, donc je voulais dire ça après, tant pis, j'ai dit un peu. Alors, donc, le deuxième bénéfice de ton analyse, justement, c'est qu'il me semble que c'est vrai que les outils que propose l'épistémologie des vertus sont attirants, paraissent particulièrement adaptés en esthétique, ou plus encore que de vérité et de justification, du moins peut-on penser, il semble bien qu'on doive mettre l'accent sur les qualités intellectuelles et sensibles dont doit faire preuve l'agent dans son évaluation, dans ce qui relève, à proprement parler, d'un jugement de goût, plutôt que d'un acte de connaissance, au moins au sens de l'épistémologie traditionnelle que je viens d'évoquer, n'est-ce pas, à proprement parler. On peut aussi penser, d'ailleurs, c'est un point que tu n'as pas soulevé, et il m'a semblé qu'il y avait un petit peu parfois des glissements aussi dans ta présentation à propos du tableau de Friant. Je me suis demandé si ce que tu parlais, quand on pourrait l'intituler « Le vertueux esthétique », s'adressait à Friant lui-même lisant son livre et faisant un acte de vertu esthétique, ou bien le spectateur qui regarde le tableau et qui, pour comprendre ce qui se passe, pour réaliser ce qu'est la propriété esthétique que véhicule le tableau, est obligé de faire preuve d'un certain type de caractéristiques. Bon, autrement dit, ce qui se passe, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que dès lors qu'il est question d'essayer de comprendre ce qui se passe dans un acte ou de connaissance ou de compréhension en esthétique, on est obligé aussi de rendre compte de la différence qu'il y a entre le type de connaissance qu'on attend de quelqu'un relativement à l'art, qui suppose bien quand même le fait qu'il y a la création par un artiste d'un objet ou la mise en évidence très particulière, qui est en tout cas toujours relative, même si elle n'est pas réductible à, et qu'elle a dans ses propriétés quelque chose d'irréductible au créateur, qui est peut-être d'une nature un peu différente de ce qui se passe dans d'autres types de connaissances, par exemple dans la connaissance mathématique ou dans la connaissance physique, ou lorsque tu parles des propriétés d'un théorème ou d'une loi physique, tu n'as pas besoin peut-être tant que ça de faire appel à des vertus intellectuelles spécifiques
n'est-ce pas? Du même type, en tout cas, que celle dont on peut penser que la spécificité est engagée lorsque l'on parle, lorsqu'on veut véritablement spécifier en quoi les vertus esthétiques sont une caractérisation particulière des vertus intellectuelles en général. Tu vois, il me semble qu'il y a une spécificité quand même là aussi des vertus esthétiques, précisément parce que, en art, il y a aussi le produit qui n'échappe jamais à celui qui l'a produit. Bon. Donc ça me paraît être une grande différence, là, je crois, dans le type de connaissance. Bon, alors, ce sur quoi aussi, je crois, insiste l'épistémologie de la vertu, et tu as eu raison aussi d'y insister, et c'est notamment présent dans l'approche de l'épistémologie de la vertu de Jean Kozabzeski, ou plus récemment aussi de Stephen Grimm, par exemple, c'est combien, au fond, on est peut-être obligé, ont-ils raison, ont-ils tort, c'est une autre question, mais on est peut-être obligé, si on veut avoir une conception adéquate aujourd'hui de ce que veut dire connaître, d'adjoindre un certain nombre de propriétés à la connaissance, parmi lesquelles peut-être le discernement, la phronésis, la sagesse, pourquoi pas, et la compréhension. La compréhension étant un des thèmes sur lesquels les épistémologues New Look insistent le plus. J'ai tendance à penser pour ma part à tort. Bon, et je suis heureuse d'avoir entendu certaines réticences de ta part à l'égard aussi du concept à la fin de l'exposé. Mais en tout cas, c'est vrai que cette idée de compréhension, à première vue, semble assez indispensable dès lors qu'on veut rendre compte de ce qui se passe dans le domaine, dès qu'on veut comprendre, au fond, en quel sens une vertu esthétique relève bel et bien d'une vertu épistémique. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'ordre de la connaissance esthétique qui ne serait pas le propre, justement, de la connaissance mathématique ou voilà. Bon, donc je suis tout à fait d'accord avec ton projet, son ambition. Il y a quelque chose là d'extrêmement fort comme projet philosophique, et bien entendu, il faut essayer de voir jusqu'où tu peux le mener. Alors, c'est là que je dirais même, j'ajouterais que pour abonder dans ton sens, il me semble que, mais tu me diras ce que tu en penses, je pense qu'on peut, puisque au fond ce que tu proposes, c'est de reprendre certains résultats de l'épistémologie des vertus pour repenser l'esthétique, peut-être qu'il peut y avoir aussi un aller-retour, c'est-à-dire qu'on pourrait, au fond, si on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans ce qui est en jeu dans le fonctionnement des vertus esthétiques, peut-être mieux comprendre aussi certaines choses qui nous échappent actuellement dans certains domaines de l'épistémologie. C'est un point sur lequel j'aime beaucoup insister, Jacques Bouvresse aussi. Je pense qu'un des problèmes auxquels on se heurte aujourd'hui, certainement, c'est le manque de sensibilité au vrai. Et je crois que peut-être qu'une éducation de la sensibilité au vrai, c'est peut-être quelque chose aussi qui s'acquiert par, au fond, un exercice vertueux que l'art peut nous permettre, au fond, de favoriser. Voilà. Donc il peut y avoir aussi un aller-retour, en quelque sorte, entre les deux sphères. Voilà. Donc, alors, il me semble, à partir de là, que j'ai quelques problèmes quand même avec ta position, ou plus exactement, justement, des questions qui en réalité, au fond, reflètent exactement les hésitations qui sont les tiennes. Comme je l'ai dit, et comme tu l'as dit à maintes reprises, tu privilégies donc une certaine approche de l'épistémologie des vertus, celle de Zagzewski, l'approche en termes de caractère, de responsabilité, non seulement de l'agent, mais de la personne. De la personne humaine. Bon, ce pourquoi ton épistémologie des vertus insiste non pas tant sur des capacités, mais sur des caractères qui, par ailleurs, doivent, par l'exercice même vertueux, la mise en place d'une certaine éducation de ces vertus intellectuelles, contribuer à l'épanouissement de sa personne, et donc fasse de lui, prioritairement, dis-tu, quelqu'un qui soit meilleur en lui-même. Ce qui t'importe, au fond, c'est de parvenir à quelque chose comme l'épanouissement de la personne humaine.
Donc cette fonction très humaniste, n'est-ce pas, des vertus esthétiques est évidemment quelque chose d'important. Mais alors, je crois qu'il devient extrêmement difficile, et tu l'as montré, d'échapper à un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est qu'il devient extrêmement difficile, bien que tu sois l'un des rares philosophes à justement te fatiguer et essayer de montrer qu'il faut faire la distinction, à éviter de ramener ce qui relève des vertus intellectuelles à des vertus morales, à faire de l'épistémologie de la vertu un simple chapitre, au fond, de la morale. Bon, Julia Driver et toi, vous êtes à peu près les deux seuls à vraiment essayer de tirer. Bon, il ne faut pas oublier que Zabzewski, par exemple, elle a contesté, n'est-ce pas, la distinction aristotélicienne entre vertu intellectuelle et vertu morale. C'est sans doute pas un hasard. Bon, alors justement, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu considères qu'il faut essayer de maintenir le lien entre les deux. Mais est-ce que tu crois justement que si on en reste dans une épistémologie à la Zabzewski, on a les moyens véritablement de réaliser ce qu'est la spécificité de vertus intellectuelles et de ne pas les ramener immédiatement à des vertus morales. Je crois que c'est quelque chose de très difficile et il me semble que justement c'est lié au choix de l'épistémologie des vertus qui est le tien. Bon. Deuxièmement, il me semble que je ne suis pas convaincue pour ma part par... je dirais en plus que ça pose, me semble-t-il, si on adosse, si tu veux, les vertus esthétiques sur des vertus intellectuelles qui ne peuvent pas s'empêcher d'être quand même portées à un moment donné par des vertus morales, alors là, en esthétique, on va avoir quand même des gros problèmes. Parce que à trop rattacher le domaine de l'esthétique de celui de la morale, oh là 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 là. Hein? Bon, alors, Friant, c'est bien, j'adore ce peintre, c'est un peintre réaliste formidable, bon, mais comme par hasard, ce peintre réaliste est aussi quelqu'un qui fait une peinture qu'on peut considérer un peu comme édifiante. Hein? La Toussaint, la douleur, la discussion politique, etc. Donc c'est super, mais c'est édifiant aussi. Bon, alors, est-ce que... Donc ça interroge sur la question de savoir si quand même, est-ce qu'on peut aussi facilement quand même traiter des vertus esthétiques en injectant autant de vertus morales, tu vois on voit tout de suite les cris d'orfraie que pour certains, comment pas de morale en art, mais comment, et après tout vous nous dites il faut comprendre l'art, mais il n'y a rien à comprendre, et l'art est gratuit, et bon, tu vois, bon, ils n'ont pas tous totalement tort, ce faisant. Bon, et je dirais, alors, voilà, bon, en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas, après tout, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre dans l'art, ou peut-être qu'il n'y a rien à connaître, voilà, bon, je ne parle pas des problèmes du vandalisme de l'art, de l'œuvre d'art, du caractère sacré, etc., bon, une autre édition, mais enfin, toutes ces questions, on voit à quel point elles sont aiguës quand même, donc, ce pourquoi il faut vraiment, vraiment trouver le moyen de distinguer ce qui relève véritablement du caractère intellectuel des vertus esthétiques de ce qui relève éventuellement du chapitre des vertus morales. Alors, il me semble, c'est une suggestion que je ferai, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, il me semble qu'une suggestion, pour ce faire, serait justement de considérer que tu peux parfaitement garder tout l'aspect vertu intellectuelle, nécessité de ne pas s'en tenir à la stricte obéissance d'impératifs, de règles, comme le veut l'épistémologie traditionnelle, mais tu peux tout à fait rajouter un certain nombre de vertus intellectuelles, des idéaux de rationalité, une certaine conception aussi de ce qu'est le bien épistémique, mais sans pour cela avoir besoin de l'épistémologie des vertus elles-mêmes. C'est-à-dire que tu peux parfaitement, c'est d'ailleurs en un sens ce que font les épistémologies de Sosa et de Gréco, qui introduisent un petit peu au compte-gouttes de degrés, en quelque sorte, de vertus intellectuelles dans l'exercice même de la connaissance. Et donc, je serais tentée de dire que au fond, on n'a pas besoin, parce que, mais ça pose la question de savoir si on doit en effet balancer totalement l'épistémologie traditionnelle,
ou si l'on a les moyens éventuellement d'injecter quelques petites choses, enfin c'est l'hypothèse que fait Jason Behr, où les partisans au fond d'une épistémologie conservatrice, soit forte, soit faible, ou bien l'idée on balance tout et on part sur de nouvelles bases, je serais tenté de dire non, on garde l'épistémologie traditionnelle, parce que l'épistémologie traditionnelle, c'est justement ce qui nous prémunit contre un certain nombre de défauts comme ceux que je viens de stigmatiser. Mais rien n'empêche justement qu'on utilise en effet des distinctions extrêmement fines concernant qu'est-ce que c'est que les capacités, qu'est-ce que c'est que des talents, qu'est-ce que c'est que l'éducation de la sensibilité, et ce pourquoi. Je dirais aussi, tu as fait, excuse-moi, c'est un point important, tu as fait référence à la sémiotique goodmanienne. Mais oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on est obligé pour ça de changer complètement de modèle? On peut parfaitement, justement, considérer que le fonctionnement vertueux de la connaissance dans le domaine de l'esthétique suppose un modèle un peu différent du modèle propositionnel classique, mais qui soit inspiré, en effet, et on le voit très bien, d'ailleurs, dans le fonctionnement dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre comment, par exemple, apprécier une peinture. Il faut essayer de voir tout le caractère indexical, iconique, symbolique, comment tout ça se lie, n'est-ce pas, ensemble. Donc on doit faire ça, mais on n'a pas besoin pour ça de l'épistémologie des vertus. On peut rester dans un cadre parfaitement classique, on rajoute simplement des couches. Et je pense qu'on en a besoin si on ne veut pas, en effet, et je maintiens donc la position qui était la mienne, s'engouffrer. D'abord, premièrement, si on ne veut pas, premièrement, s'engouffrer justement dans une espèce de descente vertigineuse de l'épistémologie dans le domaine de la morale, sans filet. Et deuxièmement, on risque justement de perdre ce qu'il y a d'important dans les vertus intellectuelles. Et des choses comme des valeurs qui importent pour la connaissance, le fait d'être attentif aux données, le fait de faire attention à éviter des biais, ou toute une série de qualités dont on a besoin pour connaître quelque chose. Donc ça, c'est une première chose qui me semble tout à fait importante. Et puis, la deuxième idée, c'est aussi parce que je crois, et j'ai été frappée par ton schéma de Thomas d'Aquin, là. Tu passes tout de suite au deuxième. Je suis d'accord avec toi, Roger, qu'il faut absolument qu'à un moment donné, l'épistémologie rejoigne la métaphysique. Nous sommes d'accord parce que, tu as raison, les propriétés esthétiques, elles renvoient bien à des états du monde. N'est-ce pas? Il n'y a aucun... Bon, mais le premier niveau là, de Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut la métaphysique générale, philosophie de la nature. Donc, je pense que l'anthropologie de la personne, elle arrive en un deuxième temps. Nous sommes d'accord? Donc, est-ce que tu ne penses pas que, justement, la nécessité de greffer, justement, le fonctionnement esthétique vertueux sur de la métaphysique, ça passe d'abord par, justement, une approche, peut-être, laquelle aide aussi l'esthétique, de la nature réelle des propriétés des choses, au sens où Pascal Angèle en a parlé justement ce matin, auquel cas il faudrait en effet que ce soit une métaphysique de la connaissance, et non pas une épistémologie des vertus, qui vienne en un sens apporter de l'eau au moulin de l'épistémologie elle-même, sans qu'il soit besoin de faire appel au reste. Voilà. Alors, je vais avoir du mal à répondre à toutes les remarques qui ont été faites. Je reste convaincu que les skills et les virtues ne sont pas la même chose. C'est-à-dire que les technailles, les techniques et les vertus ne sont pas la même chose. Les processus et les vertus ne sont pas la même chose. C'est une distinction qu'on trouve chez Aristote. À partir du moment où on accepte, mais c'est peut-être là le tort, hein, l'idée que les vertus réalisent quelque chose de l'être humain qui les possède, on peut difficilement continuer à penser que ce sont de simples compétences.
ou de simples techniques ou, voilà, que l'on pourrait acquérir. Alors, je ne crois pas que ça implique nécessairement il me semble qu'entre Gréco et Sosa, c'est-à-dire une conception des vertus comme des fonctions finalement, ou des facultés, et ce qu'on peut trouver dans certains textes de Zagzebski et d'autres m'ont marqué, où effectivement on a une sorte de moralisation de l'épistémologie, il me semble qu'il y a encore une voie possible entre les deux. C'est ça qui me semble important. Alors, je suis conscient d'un certain nombre de risques que tu as évoqué. Celui de la moralisation des vertus intellectuelles est certainement l'un des plus importants. On me fait souvent remarquer, je crois que c'est Cyril la première fois qui m'a fait remarquer que mes vertus intellectuelles, c'était toujours une vertu morale avec marqué intellectuel après. Et que on ne voyait pas très bien en quoi c'était pas des vertus morales. Ce n'est pas faux. Je pense que c'est une des difficultés importantes. Là-dessus, il y a cet article. C'est de savoir si on doit identifier les vertus morales et les vertus intellectuelles, certainement pas. Si elles sont complètement disjointes, certainement pas. Il y a un chevauchement où il y a une analogie entre les deux, et il faut parvenir à trouver quel est le bon chevauchement s'il y en a un, ou quelle est la bonne analogie s'il y en a une. Mais on ne peut certainement pas les mettre complètement... pas plus, enfin Peirce ne le faisait pas, et voilà. Mais c'est extrêmement délicat, évidemment. Là, c'est le problème général de savoir comment on va négocier la relation entre, je dirais, théorie et pratique, et éviter que des aspects purement pratiques prennent le pas sur des aspects théoriques. Pour ce qui est, parce que je pense que c'est très important, pour ce qui est du reproche que tu me fais, qui est tout à fait justifié, du risque qu'on pourrait avoir d'une sorte de moralisation de l'art à l'issue de l'application de l'épistémologie des vertus en esthétique, avec une demande d'un art qui finalement serait édifiant. Oui, il y a ce risque-là, mais sans pouvoir rentrer dans le détail, je suis proche sur ce point, et même très proche, des thèses de Berisgoat sur l'éthicisme esthétique, c'est-à-dire, c'est pas très simple à expliquer en quelques mots, mais l'idée qu'il se pourrait que les œuvres qui sont délibérément ou franchement immorales ont une valeur esthétique non pas nulle, mais inévitablement inférieure aux autres. Alors c'est une thèse qui fait froid dans le dos et on ose à peine l'évoquer, même si elle est défendue aujourd'hui par pas mal de gens, et qu'elle se défend avec un certain nombre d'arguments. Donc effectivement, je pense que l'utilisation qu'on pourrait faire de l'épistémologie des vertus en esthétique conduirait à des remises en cause, un certain nombre de thèses assez postmodernes sur l'art, comme son indifférence totale aux questions de morale, ou le fait que les questions de morale ne se posent plus du tout quand il s'agit d'art. Sans revenir à des thèses tolstoïennes dans ce domaine, on peut penser que c'est un problème qui se pose. Ce qui est un peu dommage, c'est que le problème n'est même plus posé. Il est évacué immédiatement. Bon,
je ne peux pas répondre à toutes les remarques que tu as faites parce qu'elles sont tellement fortes que... Non, simplement juste un point pour te répondre, si tu veux. Skills, quand même, je pense que c'est plus que le talent ou le tempérament au sens mécanique du terme. C'est vraiment, Ryle d'ailleurs fait la distinction, c'est vraiment quand même déjà l'exercice d'une capacité extrêmement contrôlée. Le skill du peintre, c'est la capacité de rendre compte du détail, comme disait le cher Arras. Hein. Bon, c'est l'art de saisir, justement. Donc c'est tellement important, c'est plus que de la simple technique, c'est déjà quand même une capacité qui suppose, mais ce n'est pas uniquement, me semble-t-il, l'exercice, la mise en évidence d'un caractère vertueux. Tu vois, voilà, donc c'est pour ça que je crois que quand même, il y a aussi une gradation dans les capacités elles-mêmes. Il y a une éducation de ces capacités, un travail sûr, etc. Donc voilà, donc c'est simplement sur ce point. Maintenant, sur le dernier point, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que c'est très bien, justement, que tu pousses le bouchon à ce point, parce que ça oblige à se poser de nouveau la question qui est totalement évacuée, comme est évacuée aussi la question de savoir si, en dehors du primat de l'expérience esthétique, on peut éventuellement se poser d'autres questions. Voilà, donc ça, je suis tout à fait d'accord.